taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Sidi Alpha Ndiaye. Sidi Alpha Ndiaye, bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci Bayomar. J'étais venu au mois de septembre dans un contexte social anxiogène, chrysogène. Je suis heureux de revenir dans un contexte social autre qui annonce un réenchantement démocratique. Merci pour votre invitation. Et justement, il sera question au cours de cette émission de parler du pourquoi et de l'agenda des réformes en cours. Alors, Sidi Alpha Ndiaye, d'abord, troisième alternance. L'avènement de cette troisième alternance annonce déjà une transformation systémique sur la forme comme sur le fond. Quel entendement faites-vous? Troisième alternance sur le plan formel, oui. Mais je dirais première alternative. Les deux premières alternances ont été empiriques, de manière empirique, des alternances sans alternative. Pour la première fois, il y a l'annonce d'une alternative. C'est bien pour la première fois qu'un opposant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est élu au Sénégal au premier tour à ce niveau-là d'adhésion par rapport au projet qui a été présenté au 54,28%. 54,28% en opposant, il faut le dire. C'est un fait assez épiphénoménal, sinon rare en Afrique pour ne pas être souligné. C'est quelque chose de profond et qui annonce, vous l'avez dit, une rupture systémique. Et lorsqu'on parle de rupture systémique, il faut savoir, Omar, qu'il ne s'agit pas tant de parler de changement, qu'il ne s'agit pas tant de parler d'alternance. Il s'agit de mutations profondes. Il s'agit de projets révolutionnaires. Il s'agit de basculements, de grands basculements. Il s'agit de dire que le grand soir démocratique du 24 mars 2024 qui a porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye annoncerait un grand soir social, annoncerait un grand soir économique, annoncerait un grand soir culturel. C'est cela la définition d'une rupture systémique. La rupture systémique, c'est un changement de paradigme dans les méthodes de gouvernance. La rupture systémique, c'est une transformation profonde des ferments de la société. La rupture systémique, même au-delà, voyage à travers des représentations internationales. La rupture systémique, c'est le fait d'accompagner la grande aventure des épistémologies du Sud, c'est-à-dire contre ce Nord global dominant, contre ce prisme occidental dominant, contre des idées reçues. C'est une idée reçue de penser que la démocratie est un modèle occidental et ce serait une panacée. C'est une idée reçue que de dire que l'Occident aurait le monopole des sciences modernes. C'est une idée reçue de penser que l'individualisme occidental, l'individualisme transcendantal, que cette culture judéo-chrétienne de l'individualisme doit s'appliquer de manière universaliste partout en ne prenons pas en compte les réalités socio-anthropologiques africaines, le peuple africain, les peuples africains, les communautés africaines. Et donc, c'est un projet décolonial, finalement. C'est un projet de société d'envergure et qui va au-delà du changement, mais qui interroge des transformations. Des transformations, vous avez parlé de mutations profondes, mais qui découlent également d'un besoin réel, des attentes très fortes. Beaucoup n'ont pas hésité à parler de révolution citoyenne. Oui, des attentes très fortes dans tous les domaines. Dans le domaine des institutions, on va en parler, parce qu'il s'agit, à travers le projet qui a été porté au pouvoir, il s'agit de déconstruire, de repenser et de reconstruire sur la base d'institutions africaines. On va sûrement en parler, juste un exemple, le code pénal au Sénégal, c'est un code pénal qui date de Napoléon, de 1810, c'est un code napoléonien, c'est un code qui a été pensé dans le contexte post-révolutionnaire français, 1789, afin de satisfaire l'État, afin de protéger l'État, à rebours de la protection de l'individu, à rebours de la protection des droits fondamentaux. Donc, il s'agit
par cette rupture systémique, de déconstruire cette idée précoloniale, cette idée coloniale plutôt. Et dans d'autres domaines aussi, dans le domaine de la monnaie, pendant la campagne, on a beaucoup parlé de souveraineté monétaire. Mais comment penser une souveraineté profonde, véritable? Comment penser une idée de gouvernement inclusive, avec des codes locaux, avec des codes situés, si la monnaie dépend toujours d'une garantie française? Ce sont des questions qui se posent. Les populations ont voté pour le président avec de grandes attentes, mais ces attentes, je l'espère, seront très vite solutionnées, trouveront des solutions dans le cadre du projet qui a été porté au pouvoir. Oui, mais ce projet, il faut aussi le dire, nécessite la participation des Sénégalais dans leur diversité. Je parlais des anthropologues, des sociologues, toutes les spécialités pour répondre aux besoins et aux attentes des Sénégalais. De façon méthodique et pédagogique, il y a quand même un besoin d'explication, de transformation, mais aussi de méthodologie. Oui, c'est le cas. Ça a été le cas pendant la campagne. Je dois ici dire, pour le dénoncer, que le régime sortant a privé le Sénégal d'une période longue de campagne, d'explication, de pédagogie de la réforme, de pédagogie de la rupture, de pédagogie du panafricanisme, de pédagogie de la révolution, de pédagogie de renouvellement des modes de gouvernance. Le régime sortant a privé le Sénégal de cet agenda intellectuel, démocratique, de débat. Tout simplement parce que le régime sortant s'est évertué à liquider des opposants, s'est évertué à rendre la magistrature soumise, à tripatouiller les institutions. Et donc, malheureusement, ce débat profond, ce débat intellectuel, ce débat programmatique n'a pas pu avoir lieu pendant la période de la pré-campagne. Aujourd'hui, c'est un débat qui a lieu à travers le projet qui est présenté. Aujourd'hui, à travers, dans les semaines à venir, les débats qui auront lieu sur les réformes, sur la création d'une cour constitutionnelle, sur la mise en place d'une CENI, sur la limitation des pouvoirs du procureur peut-être, sur la mise en place et la création d'un juge des libertés et de la détention, sur la réforme de la garde à vue, etc. Nous voyons bien que dans les semaines à venir, toutes ces questions qui n'ont pas pu être agitées pour des raisons politiciennes à travers l'instrumentalisation de l'agenda de la pré-campagne par le régime sortant, toutes ces questions seront aujourd'hui débattues dans leur entièreté, dans leur globalité. Oui, mais déjà partons justement de la publication des rapports. Le dernier rapport de 2023 de l'OFNAC a été publié, suivi aussi du rapport de la Cour des comptes. L'un dans l'autre, on a justement constaté des manquements, des détournements, mais toujours gardons le cadre de la présomption d'innocence pour retenir également que c'est des constats effrayants. Qu'en pensez-vous? Oui, il faut le saluer, il faut s'en féliciter. Que des corps de contrôle puissent publier des rapports. Je parlais tout à l'heure de réenchantement démocratique. Voilà un exemple de réenchantement démocratique. Voilà un exemple de reddition des comptes qui est indispensable à la transparence dans la bonne gouvernance. L'idée même de justice est tributaire de cette reddition des comptes. On l'a vu, le président a instruit ses corps de contrôle à extérioriser le rapport, ça a été fait. Maintenant, pour l'OFNAC, il s'agira pour le procureur qui est juge de l'opportunité. 41 dossiers ont été transmis au procureur de la République. Parfait. Pour l'OFNAC, il faut s'en féliciter. Le procureur jugera de l'opportunité des poursuites. À lire des rapports, je pense que la question ne se pose même pas. Pour l'IGE, que le président veut sortir de la présidence, détaché de la présidence de manière organique, qui est également un élément de transparence, le président fera ce qu'il faudra. Et pour la Cour des comptes, il s'agira, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, de faire... toutes ces questions-là, Baye Omar, sont des questions qui étaient attendues. Vous parliez tout à l'heure des attentes populaires. Mais entre autres attentes populaires, la reddition des comptes est une attente forte. Et les Sénégalais ont le droit de savoir, ont le droit à l'information pour savoir comment l'argent public a été dépensé ces dernières années. C'est ça aussi l'idée de changement profond, l'idée de rupture profonde. Parce que ce sont des choses sur lesquelles le débat public n'avait pas d'emprise. En fait, on n'en parlait pas. Les rapports n'étaient pas toutes
toutes les personnes dépositaires de la puissance publique, qui ont eu à exercer des charges publiques, qui ont été épinglées dans des rapports, toutes ces personnes-là, pour des raisons politiciennes, n'avaient jamais été inquiétées par la justice. Il est temps que la justice puisse faire son travail en respectant le principe, éclairer l'opinion, en respectant évidemment le principe de la présomption d'innocence. Mais est-ce qu'au regard des signaux établis, s'agit-il de signaux caractéristiques d'une malgouvernance? Ah ben vraisemblablement, si des rapports rédigés par des corps de contrôle épinglent des dépositaires de charges publiques pendant des années assez importantes, c'est le symbole d'une malgouvernance. C'est le symbole d'un État qui n'était pas véritablement un État de droit. Enfin bon, l'État de droit, c'est la soumission de l'État au droit, c'est la reddition des comptes, c'est la responsabilité. Le pouvoir s'accompagne de la responsabilité. Un pouvoir important sans responsabilité, on est là dans l'arbitraire. On était dans l'arbitraire le plus complet. Et il faut se féliciter que ces rapports soient publiés, se féliciter qu'une action judiciaire puisse être menée, diligentée, et c'est bien là l'attente des masses populaires qui ont majoritairement voté le 24 mars dernier. Oui, vous avez parlé des masses, vous avez parlé aussi justement de cette victoire dès le premier tour, mais dans le domaine du foncier également, le chef de l'État a annoncé la suspension des travaux dans pas mal de domaines communaux. Alors, oui, le littoral a été concerné. Oui, souscrivez-vous à de telles mesures? Oui, complètement. J'y souscris complètement, mais avant d'en arriver à des considérations un peu plus techniques, il faut dire que la question de la terre, Baye Omar, n'est pas simplement une question de technique juridique. J'entends dans le débat certains spécialistes agiter l'idée que ces terrains auraient été attribués en respectant une certaine technique juridique. La terre en Afrique, le foncier, renvoie à des considérations culturelles, identitaires, ontologiques, anthropologiques. Et la question de la terre, de la spoliation, c'est une question même de réappropriation identitaire et souveraine. Si c'est établi. Si c'est établi. Et c'est cela bien le sens du projet panafricain souverainiste proposé par le président Bassirou Diomaye Faye. Je vous donne un exemple. J'ai été en France il n'y a pas très longtemps, j'ai visité le musée du Quai Branly, mais j'étais pris par une contradiction assez flagrante dans ma perception de cette visite. Autant j'étais séduit par la beauté artistique des biens architecturales, autant au plus profond de moi-même, en tant qu'Africain, j'étais meurtri de voir que ces biens spoliés appartiennent aux Africains, nous appartiennent. Doit-on se poser la question de la technique utilisée par les colons à l'époque pour spolier nos biens? Ou doit-on simplement se poser la question de la réappropriation culturelle de nos biens? Justement, le débat sur la réappropriation se pose actuellement avec acuité. Je décrivais la situation d'une spoliation culturelle, d'une dépossession identitaire. Là, la question, c'est une question également de spoliation. Est-il normal que des hommes politiques, parce que ce sont des hommes politiques dépositaires de charges publiques, puissent se doter de 600 hectares sur la terre du domaine national? La réponse est non. Est-il normal qu'un président ne se saisisse pas de cette question-là, de la spoliation foncière, pour non pas pour démolir, non pas pour arrêter définitivement, mais pour suspendre, afin de voir si les conditions ont été respectées, afin de voir si les règles relatives, cette fois-ci techniques, au déclassement ont été respectées, afin de voir s'il y a l'équité et la justice dans cette affaire de répartition des terres. Ce n'est pas une question simplement de droit, c'est une question d'éthique. C'est une question de justice sociale. C'est une question de répartition des ressources. C'est une question culturelle, ontologique, d'accès à la terre. Est-ce que les populations locales ont accès à la terre? Et ce sont des questions importantes qui ne sont pas des questions épiphénoménales, des questions d'envergure nationale, des questions culturelles d'identité qu'il faille se poser et se poser. Et il est heureux que le président se pose cette question. Et c'est la même chose pour le littoral. Pour le littoral qui fait partie du domaine maritime de l'État. Domaine public, oui. Effectivement. Et il y a des règles qui gouvernent les constructions le long du littoral. Des constructions qui doivent être précaires, démontables, qui doivent être révocables. Construire en dur doit être interdit. Est-ce que la règle des 100 pas géométriques a été respectée?
des questions environnementales également qui se posent, des questions d'écologie qui se posent. Et donc toutes ces questions qui sont des excroissances de la simple attribution des terres sont des questions d'envergure sociétale qu'il faille se poser. Et qu'il n'y a pas que des Sénégalais qui se posent cette question-là. Oui, il n'est pas rare de voir devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples des questions de spoliation foncière venir effectivement faire l'objet de saisines du juge international, du juge communautaire, du juge régional. Donc, il faut se féliciter que ces questions-là soient débattues au Sénégal. Et que comment ces questions vont être traitées, là également, est une autre question. Oui, comment ces questions vont être traitées, ça dépendra au cas par cas de comment chaque propriétaire, entre guillemets, a reçu les terres qu'il a reçues, acquis. Et si l'acquisition est illégale, si l'acquisition, combien même serait légale, posons-nous la question de l'acquisition légale. Mais l'État a tous les droits et a des techniques dans ses ressources pour réajuster et pour assurer un meilleur équilibre. Pour un besoin de justice sociale. Un besoin de justice sociale, d'intérêt général. Et d'intérêt général et de respect du lien historique, culturel que les populations locales ont à l'égard des terres en question qui ne doivent pas faire l'objet de spoliation foncière. Ainsi poser le débat, mais dans l'un comme dans l'autre, il s'agit de la redevabilité érigée en règle par les nouvelles autorités, toujours dans la dynamique, Sidi Alpha Ndiaye, de ce slogan Jubel Jubanti, un slogan qui est en cours. C'est toujours dans cette dynamique. Oui, avant le 24 mars, vous pouviez dire que c'était un slogan, et ça l'était. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité, c'est une doctrine de gouvernement. Qui est déjà en marche, en cours, Quels en sont les avatars? Les rapports de l'IGE. Quels en sont les avatars? Les rapports de l'OFNAC. Quels en sont les avatars? Rapports de la Cour des comptes. Ça participe à cette redevabilité. Ce sont des actes concrets, empiriques, pour dire que c'est plus qu'un slogan. Quels en sont les avatars? La suspension des construction le long du littoral, afin de vérifier. C'est au moment du résultat qu'on saura si réellement, mais aujourd'hui, entre le concept et la réalité, quel résultat ça a donné. Oui, mais aujourd'hui, il y a des actes concrets qui sont posés, et qui font qu'on n'est plus dans l'ordre du discours de slogan, on est dans l'ordre de la concrétude, du début de concrétude. Après, il faut respecter les institutions, évidemment. Vous parlez de résultats, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour la question des rapports, c'est la justice de faire son travail. Oui, et justement, restons dans le secteur de la justice. Il est annoncé des rencontres pour des réformes. À quelle fin? Justement, des réformes politico-institutionnelles, Sidi Alpha Ndiaye. Une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, qu'en dites-vous? Je trouve que c'est une excellente idée. Excellente idée parce que le Conseil est devenu anachronique par rapport à la conflictualité juridico-sociale, à la conflictualité politique souvent. On l'a vu en Afrique très souvent. Les crises politiques sont les signes annonciateurs d'une crise sociale forte. On l'a vu au Kenya avec des crimes internationaux qui ont été commis. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec des crimes internationaux qui ont été soumis. Et très souvent, les responsables de ces crimes ont été jugés par la Cour pénale internationale. Pour dire que la question de la conflictualité sociale précipite la question de la conflictualité sociale. Une Cour constitutionnelle, pourquoi À quelle fin? Une Cour constitutionnelle déjà pour donner à cette Cour des compétences que le Conseil n'a pas. Et c'est important. Quelles compétences? Déjà, le Conseil constitutionnel du Sénégal ne peut pas s'auto-saisir. Le Conseil constitutionnel du Sénégal dépend de la saisine par des institutions et par des autorités politiques. Émet des avis. Émet des avis lorsque le Conseil est saisi dans le cadre de l'article 51, émet également des décisions obligatoires, mais ne se saisit pas. Une Cour constitutionnelle qui pourrait elle-même se saisir, s'auto-saisir de questions importantes. On l'a vu avec la question du report de l'élection, du report illégal, arbitraire de l'élection présidentielle par Macky Sall. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas se saisir. Je pense que c'est une incomplétude à évidemment corriger. Donc, une saisine plus ouverte par la Cour elle-même, mais une saisine par les Sénégalais, une saisine par les individus, une saisine par les citoyens. Je parlais tout à l'heure du code pénal qui reflète une idée coloniale post-révolutionnaire française. Mais pourquoi on n'imaginerait pas, on ne penserait pas? C'est une question qui se pose. Une Cour constitutionnelle qui pourrait être saisie directement par des Sénégalais. Ça existe ailleurs. Ça existe au Bénin, ça existe au Burkina Faso, ça pourrait exister au Sénégal et ça donnerait
de la matière pour que cette Cour constitutionnelle soit véritablement la garante des droits fondamentaux. L'exemple africain, le tropisme africain des juridictions constitutionnelles sont plutôt des cours constitutionnelles, et j'en ai pas fini avec les compétences de cette Cour constitutionnelle, mais l'assiette de contrôle doit être élargie. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a une assiette de contrôle très réduite. L'assiette de contrôle doit être élargie pour intégrer dans cette assiette de contrôle des actes administratifs. Pour intégrer dans ce champ d'assiette de contrôle, même la parole. Il est arrivé que la Cour constitutionnelle béninoise juge que la parole d'un ministre qui considère que le président Kérékou avait droit à un 3e mandat était anticonstitutionnelle. Pourquoi ne pas doter notre future Cour constitutionnelle de cette compétence-là? Mais aussi, plus fondamentalement, il faut une Cour constitutionnelle qui reflète le Sénégal, qui reflète la société civile sénégalaise, qui reflète les forces vives de la nation. La Cour constitutionnelle n'appartient pas qu'aux juristes. La Cour constitutionnelle n'est pas simplement un aéropage où, techniquement, le droit est dit, il faut une Cour constitutionnelle qui puisse lire sa société. Il faut qu'une Cour constitutionnelle... C'est l'intégration d'autres compétences. D'autres compétences, qui puissent être à l'origine de jurisprudence sociologique. De jurisprudence réaliste au sens d'une interprétation réaliste et non plus seulement dogmatique, ou au sens de Montesquieu, le juge que serait simplement la bouche de la loi, le juge doit être la bouche du peuple. Et je précise cette idée-là qui me semble fondamentale. Laquelle? Il faut aller vers une Cour constitutionnelle peut-être qui intégrerait, outre les magistrats, outre les professeurs d'université, je vois que là, il n'y en a pas. Macky Sall, l'ancien président, a fait enlever les professeurs d'université. Mais outre les magistrats, outre les professeurs d'université, mais des anthropologues, des sociologues, la société civile, des Sénégalais. Parce qu'encore une fois, des Sénégalais dans leur diversité, encore une fois, on rend la justice au nom du peuple sénégalais, et le peuple sénégalais, dans ses différentes composantes, doit pouvoir être représenté dans cette future Cour constitutionnelle. Et ça me semble une réforme majeure, une réforme de démocratie, et c'est simplement pas un changement sémantique d'appellation, mais c'est un projet de société véritable que de vouloir mettre au cœur du dispositif institutionnel du Cour constitutionnelle. De la société, dites-vous. Alors, oui, une autre réforme qui est attendue, c'est justement une CENI, une commission électorale nationale indépendante à la place d'une Sénat, d'une commission électorale nationale autonome. Autre réforme majeure, fondamentalement, si on peut faire un brin d'histoire, on va se rappeler que l'ONEL a vu le jour en 1996, à la suite, le code électoral consensuel date de 92, des protestations de l'opposition, l'ancien président Abdou Diouf qui met en place l'ONEL, le président Abdoulaye Wade en 2004 qui met en place la Sénat, mais tous ces systèmes-là sont arrivés à bout de souffle. Ah, pourquoi? Tout simplement... Parce qu'également, il y a des organes découlant également de cette entité, il y a la DGE, la Direction Générale des Élections, il y a également la cellule d'informatisation de l'État aussi. Oui, tous ces organes-là sont arrivés à bout de souffle. L'élection est le point de départ malheureusement de beaucoup de crises sociales, de conflictualités sociales et même de commissions de crimes internationaux en Afrique. Les exemples de CENI existent un peu partout, au Nigeria, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, à la suite de crises électorales profondes. Mais nous, on n'a pas besoin de vivre leur expérience pour anticiper et mettre en place une CENI. Pourquoi faut-il mettre en place une CENI? C'est une nécessité. Ah oui? Absolument. Dans le contexte sénégalais? Dans le contexte sénégalais, c'est une nécessité parce qu'il faut créer les conditions d'une rupture organique entre le ministère de l'Intérieur et l'organisation des élections. Et je ne parle pas de l'élection présidentielle, mais des élections. Quelles que soient les élections. Dans leur totalité. Dans leur totalité, dans leur globalité. Il faut créer cette rupture organique. Dans l'organisation des élections, il me semble bien que la société civile sénégalaise a, et ce fut une arlésienne, depuis très longtemps, réclamé cette déconnexion, cette rupture. Cette proximité-là était une proximité à des fins politiciennes. Et donc, créer une rupture en déconnectant, en arrachant le mot important, l'organisation de l'élection du ministère de l'Intérieur, confier ça à une commission électorale nationale indépendante qui contracterait. Je donne des idées. Je ne sais pas, parce que vous avez parlé des assises de la justice, des idées, je le mets dans le panier du débat, qui seront débattues. Pourquoi pas ne pas contracter la DGE et la Sénat pour en faire une CENI avec une composition plurielle, éclectique.
qui ne serait pas simplement la chose des techniciens du droit, mais qui serait la chose des Sénégalais dans leur diversité, à l'instar de la Cour constitutionnelle, qui serait également composée par des non-juristes. On peut très bien, c'est une idée, proposer une CENI avec une composition beaucoup plus ouverte, des membres de la société civile. Vous avez parlé de la Sénat, c'est une autre fonction également. Oui. Oui, parce que là, c'est non seulement la régulation, mais également dans le cadre du contrôle a posteriori. Oui, mais Baye Omar, disons-nous la vérité, toutes ces instances, tous ces organes chargés d'assurer la sincérité, la transparence du scrutin ont, à mon avis, échoué dans leur mission originelle de le faire dans les règles de l'art. La Sénat a un pouvoir de substitution. Elle n'a jamais procédé à une substitution lorsque la DGE, dirigée par Tiendé Lafal, refusait d'exécuter une décision de justice. Ça ne date pas de 2 ans, de 3 ans, ça date de quelques mois. Il y a des incomplétudes, il y a des tares, il y a des erreurs. Il y a des insuffisances à corriger dans le système actuel. On ne peut pas, à la faveur d'un grand soir démocratique, dire qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes. C'est clair. Et il ne faut pas oublier que ces problèmes-là ont gangréné même la sincérité du scrutin. On parle de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel qui a rendu 3 décisions dans lesquelles il a enfin dit le droit, mais enfin, parce que un mois auparavant, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait écarté de manière totalement arbitraire la candidature de M. Ousmane Sonko, alors que le droit était pour que M. Ousmane Sonko puisse être candidat. C'est un fait juridique qu'il faut dire. Et donc, toute cette expérience accumulée, toutes ces erreurs, toutes ces incomplétudes, tous ces dysfonctionnements doivent nécessiter, justifier des réformes d'envergure. Et ces réformes d'envergure passent aussi, comme je l'ai dit, par la création d'une CENI. Une CENI qui permet, par exemple, de régler les problèmes à la fois de la DGE, à la fois de la Sénat, pour en faire une entité autonome, indépendante. Indépendante. Le mot est important. Autonome, indépendant. Oui. Déconnecter ça du ministère de l'Intérieur. Assurer une meilleure transparence. Et puis, faire en sorte que cette CENI puisse être en amont comme en aval responsable des opérations électorales, peut-être. Le système des parrainages qui pourrait être confié à cette CENI. On a bien vu également toutes les erreurs et toutes les incomplétudes qui ont pu gangréner le système des parrainages. Donc le chantier est important et très vaste, et d'où la pertinence de convoquer des assises de la justice pour en parler et pour discuter de ces questions-là. Si vous me permettez, une idée qui me semble fondamentale, lorsqu'on parle de justice, Baye Omar, on ne parle pas des magistrats seulement. C'est clair. La justice n'appartient pas aux magistrats. C'est ça le sens de la question. Justement, des réformes dans le secteur de la justice. Il est heureux que j'y arrive. La justice n'appartient pas aux magistrats. La justice n'appartient pas aux praticiens du droit. La justice n'appartient pas aux professeurs d'université. La justice, c'est un projet de société. La justice permet de créer les linéaments d'un vivre ensemble. La cohésion nationale même dépend de la conception qu'on a de la justice. Donc toutes ces questions, toutes ces réformes, toutes ces institutions, tous ces organes, au nom d'une meilleure reddition de la justice, d'une meilleure gouvernance de la justice, ne doivent être pensés qu'avec l'accompagnement des Sénégalais dans leur pluralité, dans leur diversité. Et c'est cela, inscrire l'entreprise de justice au cœur des préoccupations sociales. Vous avez dit, ce n'est pas que des questions liées à la magistrature, mais il y a le Conseil supérieur de la magistrature. De ce point de vue également, le président compte se dessaisir de cette institution également. Oui. Quel commentaire? Deux commentaires à faire par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Un commentaire qui finalement est un fil conducteur, le nœud gordien de mon raisonnement sur la pertinence des réformes CENI, Cour constitutionnelle, c'est la pluralité. On ne peut pas dire que la justice n'appartient pas qu'aux magistrats et dire que le Conseil supérieur de la magistrature ne doit être composé que de magistrats. Pourquoi? Quelle hérésie de penser comme ça? Dans le Conseil supérieur de la magistrature, il doit y avoir des membres autres que des magistrats. Comme dans le Conseil, dans la Cour constitutionnelle, il doit y avoir des membres autres que des juristes. Comme dans la CENI, il doit y avoir des membres autres que des juristes, mais dans le Conseil supérieur de la magistrature, il faut aussi que les forces vives de la nation puissent être représentées. C'est un élément d'équilibre social assez fondamental. Et puis l'autre question, l'autre enjeu, c'est l'enjeu peut-être du retrait du président et du ministre de la Justice
Et c'est une question... Cela vous paraît pertinent? Ça me paraît pertinent. Oui. Et les symboles, vous savez, Baye Omar, Oui. les symboles sont importants dans une république. Je vous donne l'exemple de symboles importants. Si le président et le ministre de l'Intérieur se retirent, de la justice, oui. déjà au niveau symbolique, ça a la même portée que le président qui démissionne de ses postes politiques. Ça a cette même portée dans l'ordre symbolique. Et il faut investir les imaginaires pour reconstruire cette nation. Quand on parle de rupture systémique, il faut investir des imaginaires, penser de nouveaux imaginaires, décoloniser nos imaginaires. Décoloniser nos imaginaires, je donne 2 exemples. Sur le plan substantiel, le savoir juridique doit être décolonisé. Il faut introduire de nouvelles matières, de nouvelles approches du droit. Épistémologie du droit, histoire de l'administration coloniale. Il y a une hérésie senghorienne, il faut oser le dire, qui a consisté aux indépendances d'arrimer le droit et le savoir, le discours juridique africain, sénégalais, au discours juridique européen. Oui, mais on était dans le cadre de l'assimilation à l'époque. C'est reconvertir. Oui, mais permettez-moi d'avoir la liberté intellectuelle de penser que l'assimilation n'est pas un modèle. C'est contextuel quand même, du point de vue géopolitique. Oui, mais j'ai une doctrine à rebours de cette tendance assimilationniste de notre ancien président, Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui, je militerai pour cette décolonisation-là. Le droit, le savoir juridique n'a pas à être arrimé au savoir juridique occidental. Absolument pas. On ne peut pas penser une souveraineté et en même temps dire que le droit français doit être investi dans nos imaginaires et dans nos formes d'apprentissage. Arriverait justement aujourd'hui le temps d'africaniser. Et c'est pour ça que j'ai entendu donner une définition conceptuelle, substantielle à la rupture systémique. C'est un exemple de rupture systémique. Une question. Est-il normal que les symboles de la justice au Sénégal soient le glaive et la balance? Pourquoi? Parce que c'est des symboles occidentaux, tout simplement. On construit une société à travers les imaginaires aussi. Cela me gêne que les toges portées par des universitaires soient des toges françaises. Cela me gêne que les toges portées par les magistrats soient des toges françaises. On a un patrimoine culturel local à exploiter, à mettre en valeur et créer les conditions d'une rupture, créer les conditions d'une indépendance, d'un panafricanisme, parce que je me revendique panafricain. Je ne peux pas me revendiquer panafricain et me dire que ce sont des questions épiphénoménales qui n'ont absolument pas d'importance parce que cela relève de l'ordre symbolique. Construire une nation, ça passe aussi par les symboles. Ce sont des symboles importants et, entre autres exemples, je voulais donner ces exemples-là pour dire qu'il y a un chantier de réforme qui passe par des réformes structurelles, institutionnelles. On en a parlé. Cour constitutionnelle, CENI. Mais il y a un chantier également de réforme de nos imaginaires, de nos modes de pensée. Mais est-ce que ce n'est pas par là qu'il fallait commencer? Non, je ne pense pas qu'il faille prioriser. L'essentiel que ça soit fait. L'essentiel, c'est que ça soit porté dans le panier des réformes lors des assises de la justice. Que ça commence par la Cour constitutionnelle ou que ça commence par la CENI ou que ça commence par des questions beaucoup plus symboliques, mais parce que vous avez posé une approche fondamentale, sociologique, sociale, anthropologique, culturelle. C'est ça également la base et la clé d'une transformation systémique, non? Et toute réforme a un soubassement. Toute réforme a un soubassement sociologique, doit avoir un soubassement anthropologique. La réforme du code pénal doit avoir un soubassement anthropologique. Le fait de faire le départ et de dire qu'on a un code pénal arrimé à la civilisation post-révolutionnaire française, ça pose aussi une question d'identité à faire valoir. Et donc, toute réforme a un soubassement immatériel. Et investir ces soubassements immatériels, c'est bien cela que j'appelle des imaginaires, et la question des imaginaires est fondamentale. Sommes-nous des enfants universels? Je veux parler de l'universalisme aujourd'hui. Dans le discours ou dans le débat conceptuel entre l'universalisme et le panafricanisme, on est dans le cadre également d'une mondialisation, mais que cela devrait passer par notre propre identité. Oui, pas que oui, nous sommes des êtres arrimés à une
une grande aventure qui nous dépasse. Il y a des éléments d'universalisation dans notre manière de vivre, dans nos modes de gouvernance, et qui correspondent à peu près à la première génération de droits, des droits civils et politiques. Mais entre l'assumation et la déconnexion... Mais Baye Omar, c'est toute la beauté de l'entreprise de construction, de reconstruction, de réforme, de trouver, de quêter, puis de trouver cet équilibre entre l'universel et la part identitaire qui nous est propre, entre des valeurs universelles, des paradigmes universels. Et je peux citer des exemples: le droit de vote. Dans tout pays démocratique, il y a le droit de vote. Le droit de manifester. C'est quand même assez important pour le dire, parce que pendant 12 ans, les Sénégalais n'avaient presque pas le droit de manifester. Ce sont des principes universels. Mais à côté de ces principes universels, il y a des principes culturels locaux que je qualifierais de principes situés. PASTEF est un parti panafricain. Le projet présenté par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un projet progressiste panafricain. Peut-on parler de panafricanisme sans revendiquer et assumer une part située, une part de localité, une part culturelle, une part d'imaginaires locaux à faire répercuter dans les modes de gouvernance? Non. Et c'est bien pour cela que le projet PASTEF, c'est un projet révolutionnaire, parce que la révolution, c'est aussi le fait d'assumer, de dire, de faire par rapport à des réalités locales. Le rapport à la terre. C'est important. Le rapport à la terre n'a rien d'universel. Ça dépend des particularismes culturels. Alors, une autre question, toujours dans le chapitre des réformes. Le Premier ministre qui se voit renforcer ses prérogatives, là également, sujet à débat. Oui, sujet à débat, mais qui participe d'une entreprise et d'une ambition beaucoup plus holistique de réduction de l'hyperprésidentialisme. Et la réduction de l'hyperprésidentialisme intramuros voudrait dire un meilleur équilibre des rapports entre Premier ministre et Président. Extramuros, ça voudrait dire une redéfinition des rapports entre le Président et certaines institutions comme la magistrature, etc. Ça me semble important. Pourquoi? Quand on prend l'exemple français, pour dire... tout à l'heure, vous me posiez la question, et en filigrane, cela voudrait dire: est-ce que tout doit être rejeté dans les institutions internationales, etc. Pour dire que la réponse est non. L'article 20 de la Constitution française de 1958, la 5e République, dispose que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Détermine et conduit. Au Sénégal, le Premier ministre conduit la politique de la nation, ne détermine pas la politique de la nation. Elle est définie par le chef de l'État. Définie par le chef de l'État. Donc, au Sénégal, c'est le chef de l'État qui détermine, qui pense, qui réfléchit, qui pense la politique de la nation. Je vous donne un exemple. En cas de cohabitation, il a failli, en 2022, on a failli arriver à une situation cohabitationniste. En cas de cohabitation, on a une situation factuellement dans laquelle le Premier ministre n'est pas du même parti politique que le président. C'est ça. Mais comment un Premier ministre qui serait issu de Yewwi Askan Wi, de PASTEF, pour ne pas donner cet exemple, pourrait venir être Premier ministre d'un président à l'époque de l'APR, sans pour autant que ce Premier ministre, qui aurait gagné pourtant les élections législatives, ne puisse pas, lui aussi, déterminer la politique de la nation, mais simplement se limiterait à appliquer, à conduire une politique de la nation pensée, déterminée par le président qui a vu son parti perdre les élections législatives. C'est une erreur. Je pense qu'il y a matière à réformer. Matière à réformer pour mieux équilibrer. Matière à réformer pour mieux réguler l'hyperprésidentialisme. Et c'est bien là l'ambition de la réforme sur l'hyperprésidentialisme, entre autres exemples. Je dis bien entre autres exemples. On a parlé du Conseil supérieur de la magistrature. Ça participe de l'édulcoration de l'hyperprésidentialisme. On a parlé de la CENI. Ça participe de l'édulcoration de l'hyperprésidentialisme. Parce que si on a une CENI qui serait organiquement détachée du ministère de l'Intérieur, cela réduit les pouvoirs, les marges de manœuvre du président de la République et de l'appareil exécutif. On a parlé de la Cour constitutionnelle. Si on a une Cour constitutionnelle qui peut s'autosaisir, qui n'attend pas une saisine politique, et la saisine politique dépend de la majorité politique, et c'est toujours le même cercle d'hommes politiques qui saisissent, ce n'est pas normal. Si on a une Cour constitutionnelle qui s'autosaisit, et puis qui est composée de manière plurielle, avec même peut-être, on peut l'imaginer,
une opposition parlementaire qui pourrait aussi proposer des noms, une société civile non encartée qui pourrait être membre de cette Cour constitutionnelle, on est là véritablement dans cette entreprise de réduction de l'hyperprésidentialisme au même titre, à l'instar de l'équilibre qu'il y a à faire entre le président et le Premier ministre. La crainte à ce niveau également, c'est est-ce que là, de ce point de vue, le Premier ministre ne risque pas d'être exposé, par exemple, en cas justement de poursuite d'un ministre X dans son propre gouvernement? Vous savez, Baye Omar, c'est un faux débat. J'ai entendu ce débat-là qui, à mon avis, n'a rien de sérieux. Il suffit de lire l'article 53 de la Constitution du Sénégal pour se rendre compte qu'il est dit expressément, qu'il est dit explicitement que les ministres sont sous la direction du Premier ministre. Oui. Quelle est la différence sémantique entre de dire que les ministres sont sous la direction du Premier ministre ou de dire que les ministres sont sous l'autorité du Premier ministre? C'est la même chose. Dans tout régime, les ministres sont sous l'autorité, la direction, la hiérarchie du Premier ministre. Et ça, il faut le dire, il n'y a rien de plus normal que cela. Et donc, ce qui se passe actuellement est tout à fait normal. Les ministres rendent compte au Premier ministre qui est responsable au nom de la collégialité du gouvernement, mais ça c'est la vérité juridique que de dire que tous les ministres sont sous l'autorité du Premier ministre. Ils ne sauraient en aller autrement. En aller autrement, mais justement, Sidi Alpha Ndiaye, invité d'objection, professeur agrégé de droit public, oui, dans le chapitre des réformes de la justice, dans un état de droit, dans un état démocratique, toutes ces réformes qui ont été agitées, débattues, sont-elles source de renforcement démocratique? Oui, parfaitement. Et un exemple. Oui. Le code pénal. Oui. Pourquoi c'est source de renforcement démocratique? Parce qu'on a un code pénal anachronique 1810, je parle de 1810. Mais qui a subi des réformes également. Qui a subi des réformes et des réformes mineures pour vous? Non, pas mineures. Des réformes qui ne sont pas des réformes qui ont pu consolider la démocratie sénégalaise, des réformes qui ont davantage torpillé la démocratie sénégalaise. Justification. Par exemple, des infractions politiques, il faut les supprimer. L'offense au chef de l'État, les articles 254, article 255, diffusion de fausses nouvelles. Pensez-vous que dans une démocratie digne de ce nom, des journalistes peuvent être embastillés par la convocation de cet article 255 qui, à mon avis, pose problème? Il y a des infractions désuètes dans ce code pénal. Le vagabondage. On a vu à quel point la corruption de la jeunesse ne correspondait à aucune rationalité juridique, mais correspondait à une irrationalité politicienne afin d'écarter M. Ousmane Sonko. Je pense qu'il y a matière à réformer. Si on quitte le code pénal pour aller au code de procédure pénale, en mettant en place un juge des libertés de la détention, pour faire en sorte que ce procureur, que ce juge d'instruction ne puisse pas avoir tous les pouvoirs et que le placement en détention puisse être aussi décidé par le juge des libertés et des détentions. C'est important. Ce sont des réformes qui ne sont pas des réformes mineures, mais des réformes qui disent beaucoup de l'état de notre société et qui correspondent à un projet de société. Et c'est pour ça que je disais que la justice doit être rendue au nom du peuple. Et donc, dire quels sont les problèmes qui ont pu être constatés ces dernières années, essayer de les résoudre, ça me semble assez fondamental. Assez fondamental aussi de réfléchir à un pôle financier. Justement, la question elle est agitée. Je pense qu'aujourd'hui, il reste à appliquer justement cette décision. Oui, il reste à appliquer. Peut-être créer un procureur de la nation, supprimer la pratique, parce que c'est une pratique, ce n'est pas codifié. La pratique du retour de parquet, ça n'a pas été positivé, c'est une pratique. C'est une pratique qu'il faille enlever. Mais qui n'existe nulle part au Sénégal. Qui n'existe nulle part. Pourquoi pas ne pas aller jusqu'à réfléchir, je dis bien réfléchir, sur la grâce. Le président qui accorderait sa grâce pour libérer des prisonniers. Mais ça, c'est après la grâce intervient, après justement décision de la justice. Hein? Oui, mais c'est le roi du haut de sa majesté, avec sa mansuétude, qui gracierait, c'est un attribut de la monarchie divine française. Et je dis qu'il faille y réfléchir, je ne donne pas de solution définitive, mais revoir peut-être
Je donne des éléments dans le panier. Revoir peut-être au niveau du code de procédure pénale les articles 55 à 100 qui n'ont eu pour ambition que de mettre des hommes politiques et des journalistes, vous le savez très bien, en prison. La garde à vue qui peut être prolongée jusqu'à 96 heures. C'est un élément. Longues détentions. Les longues détentions, c'est un élément de débat. La surpopulation carcérale, c'est... Et tout cela, j'en finirai mon propos sur la justice en disant ça. Oui. Évitons de penser que la justice, c'est juste l'organisation judiciaire, que les rouages techniques de la magistrature, que ce sont des questions qui relèvent de l'entre-soi entre magistrats et praticiens du droit. Il faut que la justice, pour être un projet de société, puisse être débattue par toutes les forces vives de la nation, et je pense bien que c'est le fil conducteur que s'est fixé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il l'a dit dans son adresse à la nation, à travers ces grandes assises de la justice et à travers toutes les invitations qui seront lancées à toutes les forces vives de la nation. Sidi Alpha Ndiaye, professeur agrégé de droit public, Sidi Alpha Ndiaye, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a un besoin souverainiste, besoin exprimé par les nouvelles autorités, avec le ministère de l'intégration africaine. Là également, quel entendement dans une sous-région à problème? Quelle place et rôle par les nouvelles autorités sénégalaises à travers son département du ministère de l'intégration africaine? C'est un ministère de souveraineté qui est fondamental. PASTEF est un parti panafricain. Oui. Et parler de panafricanisme, c'est penser le régionalisme, penser l'unité culturelle entre peuples en Afrique, et surtout, et c'est le mot est lancé, peuple, penser des structures et des institutions sous-régionales ou régionales qui feraient l'apologie, par exemple, de la CEDEAO des peuples. Des grands ensembles communautaires qui ne seraient pas simplement des modèles institutionnels, mimétiques, mais qui ferait la promotion, par exemple, d'une CEDEAO des peuples. Mettre les peuples au cœur des préoccupations sous-régionales. En faisant quoi, concrètement? En réduisant peut-être la portée et les pouvoirs de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En renforçant les pouvoirs du Parlement communautaire. En faisant en sorte que la mobilité sud-sud puisse être une meilleure réalité. En prenant en compte les droits des peuples communautaires. Vous savez, quand on parle de peuple, c'est une notion bien africaine. Vous qui me parliez d'universalité et moi qui vous parliez également d'assumation de revendications locales situées panafricaines. La notion de peuple, Baye Omar. Vous savez, le peuple correspond à un schème qui est différent du peuple par rapport au schème occidental. Ici, en Afrique, on n'a pas un peuple, on a des peuples. On a l'interculturalité. Il y a un solidarisme des peuples, des communautés et des peuples qui ont des droits. Qui ont des droits à faire valoir. Il n'est pas rare que des peuples puissent saisir une juridiction sous-régionale et se voir reconnaître des droits comme le peuple Ogoni dans le delta du Niger par rapport aux ressources du pétrole. Il y a matière à réfléchir sur une intégration des peuples par les peuples et davantage sur une intégration simplement institutionnelle. Et vous l'avez dit, le grand défi de ces grands ensembles, c'est le défi de la paix. C'est aussi le défi démocratique. Qui préjuge du défi de la paix. Parce que sans démocratie, il n'y a pas de paix. Au Sénégal, on l'a bien vu ces 5 dernières années, la démocratie avait quitté l'agenda sénégalais, la paix n'était pas au rendez-vous par conséquent. Donc, agenda de la démocratie, agenda de la paix, ce qui se passe au Mali avec des États faillis, le Mali qui ne contrôle pas tout le nord, l'Azawad, agenda de la paix et de la démocratie au Burkina Faso, au Niger, en Guinée et dans d'autres pays. Au Soudan, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Donc, vous voyez bien que les promesses ne sont pas simplement des promesses encloses à une nation. D'ailleurs, il n'y a même pas d'État-nation en Afrique. Il y a des États multinationaux. Nos destins sont liés. Et le projet de réforme au Sénégal doit correspondre et correspond de toute façon à également des ambitions régionales, des ambitions sous-régionales de paix, de sécurité, avec dans l'axe du Sahel, des ambitions également de communion des peuples, d'organisation de structures communautaires pour les peuples et non pas avec des pouvoirs exacerbés qui sont dévolus à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La dernière question, c'est la finalité, c'est la question de la souveraineté. Souveraineté à différents angles
souveraineté culturelle, souveraineté économique, vous avez parlé de la monnaie, vous avez parlé de souveraineté également en termes de sécurité, mais souveraineté aussi par la conscience collective également. Comment relever un tel défi par ces nouvelles autorités aujourd'hui? Oui, mais la réponse, elle est à la fois compliquée et simple. Tous ces foyers de souveraineté que vous avez listés si brillamment, et je suis d'accord, correspondent, par rapport à votre dernière question, aux imaginaires dont je parlais. Correspond aux imaginaires. C'est-à-dire, il y a un besoin de tropicalisation qui est antérieur, qui doit être antérieur au besoin d'ouverture. La capture de l'universel ne peut être qu'une entreprise intellectuelle qui viendrait a posteriori. Pour s'ouvrir, il faut se connaître. Et c'est une question anthropologique, la rencontre de l'autre ne peut se faire qu'après la rencontre de soi. Et donc c'est une question de souveraineté, vous l'avez dit, à travers les différentes manifestations de la souveraineté. Et toutes ces réformes, j'en terminerai par là, toutes les réformes que je viens de citer, d'expliquer, qui sont dans le projet PASTEF, sont des réformes de réappropriation de la souveraineté. Y compris de la souveraineté politique, oui. Y compris de la souveraineté en matière de gestion des ressources humaines. J'ai même parlé de la souveraineté par rapport à la culture juridique, par rapport au savoir juridique, par rapport à l'appropriation d'une épistémologie du Sud, à la différence du modèle hégémonique occidental qui aurait tendance à s'appliquer de manière universelle partout. Et c'est pour ça que j'ai critiqué dès le départ le tropisme senghorien qui consistait à dire, même pour des besoins contextuels que vous avez rappelés, mais permettez-moi de ne pas être d'accord, qu'il ne fallait pas dès le départ entreprendre la grande aventure du discours d'une écologie des savoirs qui serait une négation des réalités socio-anthropologiques africaines. Maintenant, il est temps. C'est à cela que les nouvelles autorités vont s'atteler, une quête d'équilibre entre cette part d'universel indispensable, mais surtout la réappropriation souveraine de ce qui fait nation, de ce qui nous est cher, de nos réalités culturelles, anthropologiques. Et c'est bien cela le projet panafricain proposé. Et prendre en compte aussi cette forte demande. Oui. Cette forte demande qui est là et qui fait peur quelque part. Oui, mais tout changement fait peur. Toute révolution fait peur. Heureusement que ça fait peur. Et c'est parce que ça fait peur que j'ai bon espoir que le réenchantement démocratique sera au rendez-vous. Oui, justement, en parlant de crainte, en parlant justement de cette forte attente des populations, je fais allusion à cette jeunesse également en termes d'employabilité. Mais le timing, quelque part, ne risque pas de poser défaut. Oui. Ils ont 5 ans. PASTEF a 5 ans. 5 ans, c'est demain. 5 ans, c'est demain, mais en 5 ans, il n'est pas possible d'arriver à la panacée. Il n'est pas possible en 5 ans de résoudre tous les problèmes qui n'ont pas été résolus depuis 1960. Il est vrai, vous avez raison quand vous dites qu'il y a une forte attente. Mais je pense très sincèrement, j'ai une intuition politique de dire, qui consiste à dire que si dans tous les domaines que vous avez cités, dans le domaine de l'écologie des savoirs, dans le domaine épistémologique, dans le domaine des réformes institutionnelles, dans le domaine économique, dans le domaine monétaire, dans le rapport qu'on a par rapport aux institutions internationales, par rapport aux institutions de Bretton Woods, par rapport à notre degré d'adhésion à la grande histoire des épistémologies dans tous les domaines, numérique, on n'en a pas parlé, scientifique, on n'en a pas parlé, dans tous ces domaines. Si pendant ces 5 ans à venir, le peuple voit qu'il y a des efforts, qu'il y a des pas qui ont été posés, qu'il y a des actes qui ont été posés, qui vont dans le sens de résultats futurs probants, et je pense qu'il y aura matière à espérer, et il y aura matière à se dire que l'aboutissement du projet PASTEF pourra constituer une bouffée d'oxygène assez importante et arrivera à réussir ce pari de la réappropriation de la souveraineté. Sidi Alpha Ndiaye, merci. Merci Bayoma. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous l'avez dit, vous avez insisté et vous l'avez assumé. Oui, connais-toi toi-même, disait Edgar.
c'est le mot de la fin. Certainement, on aura d'autres occasions justement pour nous interroger sur les actes posés suite à ces réformes qui sont annoncées. Merci beaucoup. Merci Bayomar, merci pour l'invitation et je serai honoré, heureux de revenir parler de ce qui nous est le plus cher, le Sénégal, quand vous voulez. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, oui, au sujet de ces réformes en cours, d'autres émissions pour débattre de ces questions à enjeu. Au revoir, gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez bien raison avec l'équipe technique digitale dirigée par Alun Badra Sosé. Merci à lui, merci à son équipe. Merci à nos auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain. Place à Maodo Faye et son invité. Excellente écoute. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé